Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut! Aujourd'hui, je te présente ma discussion avec Amélie Riendo, présidente de MQ Consultation, qui offre des services d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Dans cet épisode, on va parler de son histoire, de confiance en soi, de délégation, de lancement et bien plus. Si tu veux savoir comment Amélie est passée de danseuse à coach fitness, à coach business, à présidente d'entreprise, je t'invite à écouter l'épisode jusqu'à la fin. Sans plus tarder, bon épisode! Bonjour Amélie, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, ça va super bien. Merci de m'avoir sur ton podcast. Ça fait plaisir. Je suis super contente de te recevoir. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ton histoire. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir parler de ça avec toi et de rencontrer tes auditeurs pour leur partager mon histoire. Oui, merci. Je suis sûre que ça va inspirer plein de gens. Tu sais, je connais ton histoire vraiment, je dirais peut-être plus de surface. Là. Tu sais, c'est sûr que j'ai consommé plusieurs de tes contenus, mais de vraiment creuser dedans, je pense que ça va être super intéressant. Donc, pour ceux qui ne savent pas t'es qui, comment tu te présentes normalement? Comment je me présente? Mon nom, c'est Amélie Riendo. Je suis une femme hétérosexuelle, caucasienne, canadienne. Je suis coach business. Je suis une passionnée de business. Je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle MQ Consultation Incorporée. Et puis, j'aide les femmes à croître leur entreprise grâce à des systèmes, à une structure qui est profitable et à un leadership qui est performant. Donc, voilà, j'aide les femmes à faire l'expansion de leur entreprise en ligne, que ce soit une entreprise de service en consultation ou un service en B2B ou en B2C. J'aide les entrepreneurs qui sont plus particulièrement en service. Super, bien, c'est une vraiment belle mission. Félicitations pour tout ça. Puis maintenant, j'aimerais savoir d'où vient ta passion pour l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis que tu es jeune? C'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans ta vie? Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Quand j'étais vraiment jeune, j'avais un intérêt pour l'entrepreneuriat. J'avais une passion pour créer des choses. Donc, ça a toujours été quelque chose à l'intérieur de moi de créer des choses. Donc, j'étais très artiste, très créative. J'avais envie de créer des spectacles, créer des jeux, créer des bijoux, créer plein d'affaires. Donc, puis de rentabiliser, de le monétiser. Ce côté-là, monétisation, était moins intrinsèque parce que j'étais plus artiste que j'étais entrepreneur initialement quand j'étais plus jeune. Mais à partir de comme 7 ans, je faisais des bijoux puis je les vendais dans les estrades pendant que mon frère jouait au hockey. Donc, il y avait déjà une espèce d'esprit entrepreneurial, puis je voulais aller chercher une formation pour faire des plus beaux bijoux, des meilleurs bijoux pour les vendre plus cher, puis les faire personnaliser. Fait que, tu sais, j'avais déjà ça à l'intérieur de moi en étant vraiment jeune. Je suis pas certaine d'avoir raconté cette histoire-là vraiment souvent, mais c'est parti de là. Donc oui, j'avais la fibre entrepreneuriale quand j'étais jeune, mais surtout la fibre de la créative. C'était vraiment le but de créer quelque chose pour moi qui était vraiment stimulant. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin entrepreneurial. Après ça, là, je suis tombée dans « OK, j'ai envie d'avoir mon entreprise et faire ça de ma vie à 21 ans. » Donc, entre ça est arrivé plein de choses. Je m'étais enlignée vers la préparation mentale sportive. Comme j'étais une artiste en danse,
J'ai étudié en danse professionnelle. J'ai été jusqu'au bout de ma carrière dans le sens que je suis allée sur une scène et j'ai dansé professionnellement. J'ai étudié là-dedans et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis j'ai changé de chemin. Mais au bout de la ligne, à 21 ans, en regardant les connaissances que j'avais, j'ai décidé de me lancer en affaires. Donc, depuis ce temps-là, je suis à mon compte. Mais c'est fou de voir que je m'en alignais pas du tout, je m'en allais pas du tout dans cette direction-là initialement. Je voulais être préparatrice mentale pour aider les gens à atteindre leur objectif parce que mon autre grand désir autre que de créer quelque chose, c'est d'aider les gens. Puis je pense que c'est là où est-ce que ça se rejoint. Mon désir d'aider les gens et mon désir de créer quelque chose que le métier d'entrepreneur est vraiment fait pour moi. OK, c'est super intéressant. Fait que c'était quoi ta première entreprise? Puis comment ça s'est passé? Oh là là, on a toute une première histoire, hein? On a toute une première histoire. La mienne est pas extraordinaire. J'ai lancé mes services d'entraîneur personnel sur Instagram. Je savais pas vraiment comment ça marchait. Je savais juste que c'était possible d'avoir des clients sur Instagram. Retour là en arrière en 2017, fin 2016, début 2017 ou quelque chose comme ça. C'était pas vraiment populaire. Puis il y avait quand même des entraîneurs qui étaient là en ligne, mais c'était pas populaire autour de moi dans mon réseau en tout cas. Donc, j'avais quelques clientes en ligne, je faisais des challenges gratuits, puis j'étais axée sur le bien-être et non la performance parce que c'est important pour moi que les femmes gagnent confiance en elles dans le processus de s'entraîner. Donc, j'avais fait des challenges, puis c'était sur un groupe Facebook. Puis je me rappelle d'un élément déclencheur. J'ai fait un challenge. Okay? J'ai mis des publicités Facebook là-dessus. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai juste appris. Okay? J'ai juste fait quelque chose. Puis, il y a eu 200 personnes qui se sont inscrites. Reviens en 2017. Wow. 200 personnes qui se sont inscrites à mon challenge à travers des publicités payantes. Je sais toujours pas encore comment j'ai réussi ça, mais j'ai réussi. Puis, parmi ces 200 personnes-là, après ça, j'avais un upsell. Tu sais, j'étais déjà dans ces stratégies-là en 2017. Puis, je vendais quelque chose pour 20 $ à ce moment-là, là, ce qui était rien. Je dois avoir vendu pour 1 000 $, ce qui était, selon moi, un accomplissement. Là. J'avais vraiment réussi dans ma tête. Puis, c'était vraiment la première ébauche là, de mon entreprise à ce moment-là qui se dressait. Mais je faisais aussi de l'entraînement en personne parce que j'avais pas nécessairement un modèle qui me permettait de faire que de l'entraînement en ligne. Donc, il fallait absolument que je subvienne à mes besoins aussi au niveau de mon emploi avec aussi le volet en personne. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. OK. Puis avant ce projet-là ou pendant, est-ce que tu as suivi des formations en particulier ou tu as comme vraiment tout appris sur le tas, que ce soit autant au niveau de l'entraînement que marketing, business, etc.? Ça a été une dure année. La première année a été vraiment challengeante parce que l'été où j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'avais pas de compétences d'entraîneur. J'étudiais en danse professionnelle, mais j'avais des compétences d'athlète et non d'entraîneur. Donc, j'ai suivi une formation à Montréal au YMCA pour être entraîneur personnel. J'avais l'opportunité de le faire en intensif, donc j'ai gradué cette même été-là. Donc, je faisais mon cours en même temps que de faire mon plan d'affaires, parce que oui, j'ai fait un plan d'affaires. Je ne savais pas pantoute ce que je faisais encore une fois. Donc, j'apprenais à faire un plan d'affaires en même temps que je faisais mon plan d'affaires. Et il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas, que c'était tellement long. Ça m'a pris un été au complet écrire un plan d'affaires. Chose que je ne ferai plus jamais de ma vie, mais on ne sait pas quand on sait pas. Mais on ne sait pas quand on ne sait pas. Fait que j'ai passé mon été à faire ça. Et j'ai décidé de retourner aux études pendant que je lançais mon entreprise. Donc, j'ai complété ma 2e année de bac en même temps que j'étais à ma première année d'entrepreneuriat, en même temps que j'avais un stage, en même temps que j'avais une job. Donc, c'était intense et les formations que j'ai suivies par rapport à mon entreprise à ce moment-là étaient nulles. Donc, j'ai pas, pendant ma première année, suivi aucune formation. C'était purement apprendre en le faisant.
OK, je comprends. Puis, je trouve ça vraiment impressionnant là, que tout de suite, quand tu as lancé tes publicités Facebook, tu as eu 200 inscriptions. Qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé le plus difficile à travers ce projet-là? Euh, le projet de la campagne publicitaire. Ah, non, excuse, je parlais vraiment cette entreprise-là. Ah, bon, je dirais que une difficulté personnelle, c'était vraiment de me lancer à temps plein. C'était ça qui était difficile pour moi parce que je me disais toujours, ah, parce que c'est pas assez sécuritaire, il manque de clients, c'est pas assez stable. J'avais vraiment cette inquiétude-là que ça n'allait pas fonctionner. Mais en fait, en théorie, dans ma première année, je pense que je dois avoir fait pour 30 000 de ventes en étant à temps très partiel dans la business, en considérant le fait que j'étais à l'université, j'avais des stages, j'avais un emploi. Donc, j'avais quand même un succès à ne pas mettre beaucoup d'heures dans cette business-là, à n'avoir aucune expérience, là, tu sais, aucune expérience, aucune formation d'entrepreneuriat. Donc, il y avait cette insécurité-là, mais en même temps, je vivais les succès de cette entreprise-là. Mais à l'époque, à ce moment-là, je le voyais peut-être pas, tu sais, je le voyais pas de cette façon-là. Donc, ma plus grande difficulté, je dirais, c'est d'avoir été capable de prendre le pas puis de faire let's go, je me lance à temps plein, puis mettre mes études de côté. Ça a été vraiment ça, c'est le choix de dire je fais confiance que je suis une bonne entrepreneur, je fais confiance que je vais être capable de faire plus d'argent avec mon activité si je suis à temps plein et je fais confiance au processus que je m'en vais dans la bonne direction. Ça a été ça le plus gros challenge parce que j'avais des résultats, mais j'en avais pas assez pour me prouver que je pouvais vraiment le faire. T'sais. J'en avais juste assez pour survivre, là, mais sans plus. Donc, je pense que ça a été de prendre la décision. Ça a été ça le gros élément, le plus gros challenge. Puis c'est sûr, ça a été d'apprendre puis de me laisser le temps d'apprendre parce que je commençais. Fait qu'il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre, comme tu dis, le marketing, les publicités, les médias sociaux, gérer une business, la comptabilité. Tout ça, c'est vraiment plein de choses que tu apprends en même temps. Je pense que ça a été de me laisser cette opportunité-là d'évoluer. Puis ce que je conseille à tout le monde, c'est de se donner le temps, puis de se dire, je me donne 2 ans ou je me donne 1 an et de ne pas se mettre une pression des fois à comme vouloir réussir le mois où est-ce qu'on se lance. Moi, je suis retournée vivre chez mes parents pour être en mesure de pouvoir avoir cette liberté-là puis pas avoir de pression. Je suis vraiment reconnaissante de mes parents pour ça. Mais ça m'a donné un gros pas en avant, j'ai l'impression, puis ça m'a réduit vraiment le stress que j'avais de réussir de mon activité. Wow, mais je trouve ça super beau. Puis, c'est tellement normal d'avoir peur au début, faire le saut entre travail, entrepreneuriat. Je pense que tout le monde vit cette peur-là. Puis, ce que tu as dit, je pense que c'est la solution. C'est juste de faire confiance à la vie parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais est-ce qu'on va s'empêcher de le faire parce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on va s'empêcher de faire du vélo parce que ça se peut qu'on tombe? Puis, je trouve ça tellement important. Moi, pour vrai, je veux dire, ça m'a pris une pandémie pour que je fasse le saut. Puis, je suis vraiment reconnaissante, mais ça prouve juste à quel point c'est un gros mot. Fait que c'est super impressionnant que tu l'aies fait aussitôt aussi, je trouve. Donc, après ce projet-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je sais qu'il y a eu comme beaucoup de transitions. Peut-être y aller avec la première. Ben, la première transition, une fois que la décision a été prise, que je me lance à mon compte, à ce moment-là, j'étais encore en entraînement personnel. Je conseillais les gens sur leur alimentation, sur leur entraînement. Je leur faisais des plans personnalisés. Je faisais des challenges. Et une difficulté est arrivée de façon générale quand je faisais la croissance de ma business, c'est que je peux pas diviser mon temps à l'infini. Et aussi, mes clientes ont besoin de plus de support psychologique dans leur cheminement. C'est pas juste un problème de plan d'alimentaire, c'est pas juste un problème de programme d'entraînement.
puis dans mon désir d'aider les gens, puis avec mon background en préparation mentale sportive, avec tout ce que j'avais vécu dans le passé avec un trouble d'anxiété généralisée que j'ai été diagnostiquée quand j'étais jeune. J'avais un grand background puis un grand désir de vouloir faire une différence dans la santé mentale des gens. Puis, quand les gens viennent te voir pour s'entraîner, prendre soin d'eux, il y a un gros aspect de la santé mentale qui est souvent, je trouve, négligé dans certaines approches. Donc, j'avais envie d'aider les femmes différemment avec plus de coaching personnel, du coaching où est-ce que j'allais pouvoir les aider psychologiquement à prendre soin d'elles différemment, mais à prendre soin de leur santé mentale aussi. Donc, je suis allée faire une formation en PNL pour les aider, pour moi, avoir plus d'outils aussi comme intervenante. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté vraiment mon feeling d'aller faire cette formation-là. Je suis revenue avec vraiment plein d'outils concrets que j'applique encore dans mon quotidien, qui s'appliquent à n'importe quelle sphère de vie également. Et ça m'a amené à créer des programmes qui s'appelaient Master Queen, qui était un programme un petit peu plus complet que juste entraînement. C'était aussi des bases de confiance, des bases de développement personnel, c'était des bases au niveau de son estime personnelle. Donc, je donnais vraiment des outils puis du coaching pour les aider à implémenter des changements qui allaient durer dans le temps. C'est venu comme ça. C'était mon premier programme, si on veut, un peu plus premium, qui était dans l'entraînement encore, mais plus dans le développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première transition. J'ai été coach développement personnel pendant quelques mois. Et j'ai connu un lancement un peu surprenamment, vraiment qui a eu beaucoup de succès, mais j'étais en formation avec Geneviève Gauvin à ce moment-là qui montrait comment faire une formation en ligne. Elle m'a montré énormément par rapport aux formations en ligne. Elle m'a appris beaucoup sur les lancements en ligne. Elle m'a supporté dans ce lancement-là. Donc, la première étape a été vraiment de faire un gros lancement. J'ai vendu pour 25 000. Mon premier lancement à vie. Wow. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment... là, c'est là que j'ai goûté à comme, OK, je vais réussir. Wow. Ça va parler. C'est vraiment impressionnant. Ce serait quoi? Ben, on dirait que j'ai envie de plonger tout de suite là-dedans. Là. Après ça, on continuera de ton histoire, mais ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais aux gens en termes de lancement? T'sais, pour avoir fait un premier lancement à 25 000, je serais curieuse d'en apprendre plus. Apprendre la préparation. Ça, c'est la première chose, ça prend de la préparation. Mes clientes sous-estiment toujours le temps que ça va prendre faire un lancement. Et je peux vous le dire, ça fait 4 ans des lancements et plus. J'en fais depuis 2017, mais on s'entend, c'est pas le même niveau d'exécution. Ça prend de la préparation, première chose. Puis par préparation, je veux dire, est-ce que ton étude de marché est bien faite? Est-ce que tu as bien ciblé le bon marché avec le bon produit pour les bonnes raisons, dans le bon format, puis tu l'as testé pour être en mesure de vendre avant de vendre? Et souvent, j'amène le principe de vendre avant de créer. Donc, c'est le principe que j'enseigne à toutes mes clientes, c'est le principe sur lequel j'ai basé les fondations de ma business. On ne crée pas quelque chose que les gens n'ont pas besoin, puis on ne crée pas quelque chose qu'on ne peut pas soutenir ou qu'on ne peut pas vendre plusieurs milliers de fois. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai vraiment fait une étude de marché en temps réel avec mes clientes sur leurs besoins en entraînement, leurs besoins dans leur vie personnelle. J'ai également interrogé des gens par rapport à quel genre d'offre que je pouvais faire qui faisait du sens, quel genre de prix. J'ai été consulter justement Geneviève qui avait de l'expérience dans les formations en ligne. Donc, j'étais allée vraiment faire mon étude de marché puis j'ai officiellement vendu avant de créer le programme en tant que tel parce qu'il n'y avait rien qui était monté d'avance. Il n'y avait pas de pré-enregistrement. C'était toutes des choses que j'allais enregistrer après l'avoir vendu. Et j'ai vraiment compris pourquoi, parce que mon offre a évolué, là, mais évolué. Le moment où est-ce que les gens ont acheté versus les gens ont reçu le produit, il y a eu une amélioration, premièrement, énorme parce que mes ressources financières étaient plus élevées, donc je pouvais me permettre de pouvoir faire des choix différents par rapport à ce que je voulais offrir. Je pouvais aussi m'améliorer sur le contenu, je pouvais... Bref, donc tu comprends un peu le principe. Fait que si j'avais à dire 3 conseils par rapport au lancement qui sont très généraux, c'est beaucoup de préparation, c'est généralement le double de ce que tu penses que ça va prendre. Deuxièmement,
une bonne étude de marché qui cible un segment précis, une niche précise, qui t'a vraiment bien compris que les gens peuvent acheter ton produit. Il n'y a pas juste des intérêts, mais il y a vraiment des gens qui sont prêts à l'acheter maintenant. L'idéal, c'est d'avoir déjà un marché actif, test, qui sont des clients actuels que tu peux leur demander l'intérêt, puis ils sont prêts à payer, puis de mettre une liste d'attente. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Avant de lancer, tu devrais quasiment avoir des ventes toujours de fait. Et en troisième lieu, c'est vraiment là, d'être capable d'aller chercher des connaissances vraiment par rapport au marketing, par rapport aux différents éléments en ligne qu'on considère hyper important, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur les lancements en ligne. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le marketing en ligne et aussi sur les lancements en ligne. Ce seraient les 3 conseils que je donnerais. OK. Puis, combien de temps d'avance à peu près tu conseillerais aux gens de commencer à préparer leur lancement? Un lancement en ligne, nous mettons à l'interne MQ Consultation, on va, par exemple, lancer le MQ1 dans 3 semaines. On a déjà commencé à en parler, ça fait 2 mois. Donc, on a préparé le lancement, ça fait 2 mois. Fait qu'on a fait des études de cas, on a fait on a envoyé vraiment des formulaires pour avoir du feedback. On a eu des meetings stratégiques sur le lancement, on a eu des meetings stratégiques sur le produit. Donc, comment qu'on voulait l'exécuter, comment on voulait livrer l'expérience. On a eu des meetings sur vraiment la stratégie purement de lancement. Donc, les dates, les délais, les choses à remettre. On a-tu besoin de vidéos, textes, etc. Donc, là, en ce moment, on est dans une phase où est-ce qu'on est on est encore en préparation, puis on lance dans 3 semaines. Généralement, tout est prêt à lancer pas mal la journée où est-ce qu'on lance. Donc, on fait presque rien sauf des ajustements pendant le lancement. Donc, ça va vouloir dire, exemple, on va changer un texte ou, par exemple, on a besoin de peut-être un bonus de plus parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de réceptibilité, mais il n'y a peut-être pas assez d'actions qui sont prises, donc on va aller ajouter quelque chose. Donc, la seule chose qu'on fait pendant le lancement, c'est vraiment de voir comment ça se passe, d'être capable de répondre, d'être capable de s'ajuster pour arriver à nos objectifs. OK. Super. Ben, je pense que ça donne une bonne idée de comment ça se passe. C'est sûr qu'après ça, il faut que les gens l'essaient, même moi, c'est pour comme vraiment comprendre. Puis ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis c'est correct. C'est comme ça qu'on va s'améliorer aussi. Donc, maintenant, si on revient là où qu'on était, donc tu as décidé de te concentrer plus sur, oui, l'entraînement, mais aussi l'aspect plus mental, si on veut. Mais c'est vraiment gros dans ma tête, d'aider les gens à travailler leur confiance, leur croyance. Je trouve que ça prend vraiment beaucoup de courage et de ressources. Fait que comment tu as réussi à comme, coacher les gens à ce niveau-là? Est-ce que je suis un peu curieuse là, d'en apprendre plus là-dessus. Est-ce que c'est par rapport à tes propres expériences? Est-ce que c'est des lectures, des podcasts, des formations? Qu'est-ce qui t'a aidé à en venir là? Je sais que j'ai quand même une expérience de vie riche au niveau de ce qui est de la confiance en soi parce que j'ai été en thérapie 2 fois. J'ai eu beaucoup d'outils par rapport à ça, au niveau de l'anxiété, ma relation avec le corps, ma relation avec la performance. J'ai travaillé ces éléments-là personnellement. Donc, c'est des acquis que moi j'avais, qui sont des fondations que je suis vraiment reconnaissante d'avoir pour le reste de ma vie et que j'avais envie de transmettre. J'ai aussi un background en préparation mentale sportive et d'aider les sportifs, les athlètes. Donc, j'étais coach. J'ai vraiment travaillé avec des athlètes en danse, en hockey. J'ai travaillé avec des athlètes en tennis. Donc, j'étais habituée de coacher au niveau de la performance, au niveau du corps, au niveau de la confiance, au niveau du stress, au niveau de plein d'éléments, en fait, reliés à la performance qui sont transposables aussi dans la vie des gens. Donc, j'avais des expériences autres qui se transposent,
que j'avais envie d'utiliser pour aider les femmes, plus spécifiquement. Puis, je voyais un grand besoin, en fait, dans la société qui était que les femmes n'avaient pas confiance en elles. Et ce qui leur empêchait, en fait, c'était comme la graine qui faisait germer quelque chose de plus gros par rapport à le reste de leur vie, leurs choix, leurs décisions. C'était pas normal dans ma tête qu'une femme vienne me voir puis elle me dit « J'ai besoin d'un plan d'entraînement ». Puis, on fait le plan d'entraînement, puis elle me dit 2 semaines plus tard « Ah ouais, mon chum... il a remarqué que j'avais des plus gros bras, il aime pas vraiment ça, là, puis qu'elle soit vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Puis il y avait plein d'autres choses qui arrivaient pendant nos séances que j'étais comme, OK, c'est un non-sens, il faut absolument qu'on travaille ça. C'est pas normal que tu manges pas parce que tu veux perdre du poids, puis que tu sautes des collations, puis que t'as pas d'énergie au travail parce que tu veux perdre du poids. C'est pas ça ma définition de notre succès ensemble, du travail ensemble, puis ça vient travailler d'autres choses au niveau de comment tu te sens méritante, au niveau de comment tu te sens confiante de prendre ta place dans le monde, comment tu oses t'exprimer, puis ça venait tout le temps à des conversations comme « j'ose pas prendre ma place dans les meetings au travail j'ose pas dire à mon chum que je veux qu'il prenne des tâches. J'ose pas dire à mon chum que je veux qu'il me dise qu'il me trouve belle, qu'il arrête de me dire que j'ai des choses à travailler sur mon corps ou peut-être juste quitter cette relation-là. » Donc, ça revenait à des conversations beaucoup plus profondes, selon moi, qui étaient la cause, qui était la racine des problèmes, qui n'était pas le plan d'entraînement, qui n'était pas le... Donc, qui sont importants, qui sont des bases essentielles pour être en bonne santé, mais c'est vraiment juste travailler sur la surface quand tu règles pas le problème qui est plus profond. Donc, moi, c'était un désir personnel de faire une différence parce que je voyais qu'il y avait un besoin, je voyais que le besoin était criant, donc un marché potentiel incroyable pour offrir ces services-là. Une spécialisation que je pouvais avoir parce que j'avais eu l'expérience personnelle nécessaire pour les supporter et les formations en coaching PNL et en préparation mentale pour les aider. Puis juste un intérêt sincère de faire une différence par rapport à cette situation-là qui me touchait personnellement parce que j'avais été dans une relation de violence conjugale quand j'étais plus jeune et je me suis sortie de cette relation-là avec l'entrepreneuriat, avec un projet qui me stimulait, avec quelque chose qui me motivait à me lever le matin, à avoir quelque chose pour moi et qui m'a aidé à gagner confiance en moi. Donc, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir inspirer les femmes de cette façon-là, puis moi-même d'avoir une motivation le matin de pouvoir faire cette différence-là à mon tour, que moi, j'avais eu le support et l'aide quand je suis sortie de cette situation-là. Donc, au final, j'ai attiré ce genre de femmes-là, puis c'est devenu ma niche, c'est devenu quasiment un segment de marché, puis c'est devenu que j'attirais ce genre de clientes-là. Ces clientes-là me référaient, parlaient de moi. Puis, en fait, ça a vraiment bâti une fondation qui était solide pour ma business. C'est super inspirant. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être encore... tout le monde en a, là, je pense, des doutes au niveau de la confiance en soi, mais ce serait quoi ton top 1 conseil dans ce volet-là? Apprendre à se connaître. Donc, c'est vraiment la base de la connaissance de soi, c'est la base de la confiance en soi. Donc, toujours trouver des façons d'approfondir sa connaissance de soi, que ce soit de faire de l'introspection en écrivant dans son journal, que ce soit de parler à une amie. On néglige vraiment, je trouve, les relations d'amitié dans notre génération. Je trouve qu'on a de la difficulté vraiment à faire des relations d'amitié, de confiance. Mais c'est correct. Je pense qu'on peut s'améliorer. Mais des relations d'amitié qui nous permettent de pouvoir et se confier, mais et aussi évoluer dans ces relations-là, puis demander conseil, puis demander un feedback, parce que la connaissance de soi se développe aussi avec la société autour de nous, les gens autour de nous. C'est en étant entouré de gens qu'on se dit, OK, je vois les choses de cette façon-là ou je vois pas les choses de cette façon-là. Puis c'est grâce à ces contacts-là puis ces échanges-là qu'on est capable de dire, OK, moi, je suis plus comme ça ou moi, je suis moins comme ça. Mais aussi d'explorer, de rencontrer une nouvelle personne pour voir
qui tu es, en fait, vraiment. D'apprendre à se connaître, ça nous permet de mieux fixer ses limites, élever ses standards dans les choses qu'on veut faire, connaître ses désirs, approfondir ses désirs. Puis c'est ce qui nous donne confiance. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne se remet pas en doute, on ne se compare pas. On peut avoir des doutes, c'est normal, mais on ne va pas non plus re-questionner notre personne au complet quand il y a quelque chose qui arrive, parce qu'on a cette conviction-là que ce qui est vrai pour nous, c'est vrai pour nous, puis ça n'a pas besoin d'être vrai pour quelqu'un d'autre. Donc, le premier conseil, c'est d'approfondir puis de ne pas avoir peur de se tromper. Tu sais, ça se peut que tu te trompes par rapport à toi-même et c'est normal. Quand tu arrives à un certain âge, tu te dis « Hey, je pensais que c'était vrai ça par rapport à moi. » Ben non, c'est pas vrai. Puis de ne pas avoir peur de faire « OK, comment je peux réexplorer qui je suis parce que qui je suis à 20 ans ne sera pas qui je vais être à 30 ans et de se donner cette permission-là et découvrir un petit peu plus par rapport à soi chaque jour, mais aussi se donner l'opportunité d'évoluer puis de changer ce qu'on pensait qui était vrai par rapport à soi. Parfait, j'adore ça. J'en apprends sur moi à tous les jours, puis je vois l'impact aussi que ça a sur ma confiance. Tu sais, maintenant, je sais plus qu'est-ce que je veux dans la vie, puis tu sais, c'est sûr qu'on va apprendre toute notre vie. Tu sais, il faut aussi être doux envers nous-mêmes, mais je pense que tu as très bien résumé ça. Et puis ensuite, je ne veux pas sauter des étapes, mais je sais qu'aujourd'hui, ta clientèle est plus composée d'entrepreneurs. Comment s'est faite cette transition-là? Comment c'est rendu où tu es aujourd'hui? C'est une bonne question. La première chose qui est arrivée, c'est que mon intuition m'a amenée dans cette direction-là à cause qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient comment tu fais. C'est vraiment comment tu fais pour être entraîneur, pas savoir nécessairement où est-ce que tu t'en allais ou qu'est-ce que tu faisais ou sans nécessairement avoir beaucoup d'expérience. Comment tu fais ça? Tu sais, je veux savoir comment tu as fait ça. Puis c'était des questions qui venaient dans mes messages privés, ma famille. Tu sais, les gens autour de moi me demandaient comment j'ai fait. Et ça a été vraiment juste une intuition de dire, OK, ben il y a vraiment des gens qui veulent savoir comment j'ai fait. Ça doit être un besoin, ça doit être une demande. Et il y avait d'autres personnes que je voyais qui faisaient ce que je faisais en termes de coaching, ce que je fais maintenant. Mais on dirait que je me disais, il y avait une contribution que je pouvais amener, il y avait une différence que je pouvais faire, puis je me voyais le faire. Et aussi, comment c'est arrivé, c'est que tout simplement, je voyais une limite aussi à ce que j'allais pouvoir faire dans le monde où est-ce que j'étais, dans le secteur où est-ce que j'étais, et je me voyais davantage coach business, étant donné que ça faisait déjà depuis 2017 que j'étais en entrepreneuriat et ça me passionnait. L'entraînement me passionnait, mais c'était plus nécessairement ma motivation première. Ce qui me drivait le matin quand je me réveillais, c'était ma business. C'était de faire grandir ma business. Donc, tout ce qui avait rapport à l'entrepreneuriat me passionnait au plus haut point. Puis, de me dire que j'allais être coach business, pour moi, c'était à ce moment-là impensable parce que je me dis, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas de bac en administration des affaires. Je suis qui, moi, pour coacher la business? Mais ce que je savais, c'est que je pouvais aider des gens à faire comme j'avais fait. Ça, je savais que je pouvais le faire. Donc, je suis partie de là. Je me suis dit, je sais que je peux faire une différence. Je sais que je peux vraiment aider d'autres entrepreneurs à réaliser ce que j'ai réalisé. Donc, je me lance, je fais faire ça. Et puis, c'est là que je suis arrivée à me dédier complètement aux entrepreneurs, donc à les aider à faire grandir leur entreprise en ligne. OK. Si tu avais à recommencer demain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? S'il y a quelque chose que je ferais différemment, non, je regrette absolument rien de mon chemin. Je sais que j'irai chercher de l'aide probablement plus rapidement que je l'ai fait, mais
Au moment où est-ce que j'étais, je pense pas que j'aurais été capable de nécessairement recevoir de l'aide, tout simplement parce que j'avais juste pas le temps, j'avais pas l'énergie, j'avais pas les ressources financières non plus. Mais une chose qui a définitivement changé le cours de mon chemin entrepreneurial, c'est d'avoir demandé de l'aide au niveau des formations en ligne avec Geneviève Gauvin. Ensuite, avec Ravi Abuvala, j'ai suivi une formation aux États-Unis qui m'a appris sur beaucoup au niveau de ce que je sais présentement, au niveau des systèmes, la structure d'entreprise, au niveau du leadership. Donc, je me suis formée en leadership entrepreneurial avec une coach, une mentor que je suis encore à ce jour depuis 4 ans. Je vous dirais que c'est vraiment pas un regret d'avoir attendu, mais si j'avais à donner un conseil, c'est de ne pas attendre de demander de l'aide parce que c'est ce qui m'a vraiment propulsée. OK. Puis, peux-tu nous dire ce qui s'en vient dans ton entreprise? C'est quoi les projets qui sont en cours puis qui vont sortir? Peut-être si c'est pas... Tu peux garder les secrets que tu veux, mais je veux juste en savoir plus sur ce qui s'en vient. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'en vient? Un lancement pour les entrepreneurs qui se lancent et qui sont en transition. Donc, c'est un programme qui s'appelle MQ1, qui est en relancement dans 3 semaines. Donc, on a bien hâte de lancer ça. Ça va être une formule améliorée avec vraiment plein de belles nouveautés. On a le MQ3 qui est en lancement présentement, un lancement qui va permettre d'accueillir des nouvelles clientes dans le mastermind. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois qui est maintenant sur 6 mois, qui permet aux entrepreneurs de pouvoir passer le cap des 6 chiffres et plus, donc avec une équipe, avec des systèmes, avec des automatisations. Donc, c'est vraiment un programme qui permet d'avoir du coaching one-on-one avec moi, mais aussi avec d'autres clientes qui sont dans le mastermind avec nous. Donc, c'est un super mastermind. On est vraiment, vraiment content parce qu'on l'a amélioré. On offre 6 mois maintenant. Donc, ça, c'est nouveau. Sinon, à part de ça, pas grand-chose. J'ai hâte d'avoir officiellement plus la COVID. Là, j'ai une voix qui est un petit peu bizarre en ce moment à cause de ça, mais sinon, à part de ça, ça va bien. Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, merci pour les efforts, là. C'est super apprécié. J'ai peut-être une dernière petite question avant de passer aux questions flash. Tu viens de parler du MQ3 qui s'adresse aux gens qui veulent développer leur entreprise à un autre niveau. Ce serait quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui sent qu'il stagne dans sa business, tu sais, que ça fait une couple d'années que c'est au même niveau puis qu'elle aimerait ça passer à l'étape supérieure, mais elle ne sait pas vraiment comment? C'est souvent une question, c'est 3 questions. Est-ce que tu as la bonne structure pour croître? Si tu n'as pas la bonne structure, peu importe ce que tu vas faire, ça ne va pas fonctionner. Si tu n'as pas le bon produit ou le bon service pour la bonne personne, pour le bon prix, et que ce n'est pas profitable, oublie ça. Peu importe ce que tu vas faire, c'est un coup de couteau dans l'eau. Donc, revoir la structure pour que ça soit une structure qui est profitable et efficace et qui te permet de croître. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, est-ce que tu as les bons systèmes en place? Et par système, je veux dire infrastructure aussi de façon générale dans ton entreprise. Donc, c'est pas normal si, par exemple, ça te prend 4 heures faire ta gestion, ton administration et que ça pourrait t'en prendre 2 si tu avais les bons systèmes, si tu avais la bonne gestion de ton entreprise. Donc, c'est souvent une question de gestion. Si tu n'as pas de compétences en gestion, va chercher de l'aide, mais avoir des bons systèmes qui travaillent pour ton entreprise va faire toute la différence. Donc, tu parles le bon produit, le bon service, mais vraiment le système qui va faire opérer cette machine-là, c'est tes ventes, c'est ton marketing, c'est tes opérations, c'est tes finances. Si ça te prend 3 heures faire ta comptabilité à chaque semaine, ou si c'est difficile pour toi de pouvoir bien servir tes clients, il faut que tu regardes tes systèmes. Donc, ça, c'est la deuxième chose à regarder pour pouvoir croître efficacement et rapidement. La troisième chose, c'est au niveau de ton équipe. Donc, est-ce que tu as besoin de gens en ce moment ou non? Ou toi, tu as besoin de travailler sur ton mindset? Parce que la troisième chose, c'est tes ressources humaines. C'est ton monde. C'est ce qui fait vivre ton entreprise. Si toi, tu n'es pas dans un bon mindset,
ou toi, tu prends pas soin de toi, ou tu vas pas au gym, ou tu es dans un bad mood, oublie ça. Tu pourras pas être une bonne gestionnaire si tu n'as pas d'énergie pour diriger ta business, si tu n'as pas d'énergie pour aller dans des épisodes de podcast pour faire connaître ton entreprise, si tu n'es pas dans la bonne place mentalement, ou physiquement, ou spirituellement. Get your shit together. J'ai-tu le droit de dire shit? Je pense que... Ben oui, ben oui. Get your shit together. Fais quelque chose, mais il faut absolument que tu te remettes dans une position où est-ce que tu peux diriger ta business. Et ton monde aussi. Est-ce que tu as les bonnes personnes en place dans les bonnes positions et est-ce qu'ils sont efficaces? Donc, c'est de les évaluer, c'est de leur donner des rapports de performance, c'est aussi de savoir quand est-ce que c'est le temps de renvoyer ou quand est-ce que c'est le temps d'engager dans ton équipe. Et ça, sincèrement, quand tu es rendu dans les multiples chiffres, c'est l'élément le plus important de croissance. C'est ce qui est le plus difficile aussi quand tu n'as pas de compétences en gestion, quand tu n'as jamais géré des gens. C'est ce que je trouve le plus difficile. Moi aussi, je suis dans cette période-là en croissance en ce moment. Et donc, je dirais que c'est vraiment au niveau du leadership que ça va jouer. Mais de garder la vision à long terme dans tous les cas. Donc, c'est ces trois questions-là qu'il faut se poser vraiment. Ouais, je pense que c'est super pertinent. Ça m'amène à une autre question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont débordés, mais qui n'osent pas déléguer. Pour parler à beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment un problème qui revient. Comment tu fais, toi, pour, premièrement, cerner c'est quand le besoin de déléguer, puis aussi passer à travers les blocages mentaux qu'on peut avoir par rapport à ça? Récemment, une cliente me dit « Je voyais mes employés comme une dépense plutôt qu'un investissement. » Et c'est là que j'ai compris ce que les gens ne voyaient pas, ce que moi, je voyais. Je comprends. Wow. Oui. Donc, comme n'importe quel investissement dans ta business, un employé, c'est un investissement. Il faut que tu saches quel est ton retour sur investissement de cet employé-là. Sinon, c'est sûr que c'est une dépense. Si je paye une adjointe, exemple, un certain montant annuellement comme employé, quel est mon retour sur investissement de ce retour sur investissement-là? Si je ne le sais pas, c'est sûr que c'est challengeant parce que je n'ai pas de vision sur c'est quoi mon retour sur investissement. C'est difficile de dire, OK, je justifie ça dans mon entreprise quand on ne sait pas c'est quoi le retour sur investissement. Mais si cette personne-là me permet de pouvoir te parler en ce moment, faire connaître mon entreprise, me permet de pouvoir faire des appels de vente, me permet de pouvoir enregistrer un podcast, filmer une vidéo YouTube, parler à plus de clientes, je peux donc faire plus d'argent. Il faut que je sois capable de le mesurer. À quel point je suis capable de moi faire plus d'argent si j'ai quelqu'un qui s'occupe de toutes ces choses-là. Là, il y a une question de aussi comment tu valorises ton temps, toi, comme entrepreneur. Et quelle confiance tu accordes à ta capacité de rentabiliser ce temps-là que toi, tu as dans la business. Donc, une confiance que toi, tu dois avoir en tes capacités de générer de l'argent. Et donc, ça vient aussi au niveau du mindset de est-ce que tu fais confiance à ta capacité de générer de l'argent? Et moi, j'ai une solide conviction que je peux faire facilement de l'argent. Et aussi, c'est insécurisant quand tu ne l'as jamais vraiment fait. Donc, souvent, ce que je dis, c'est commence par déléguer des choses que tu es certaine de pouvoir avoir un retour sur investissement sur le temps que toi, tu prends à faire autre chose. Si tu sais que tu as besoin, par exemple, dans ta semaine de 10 heures pour créer du contenu, commence par déléguer les choses qui ont le moins de valeur, qui prennent 10 heures de ton temps et commence par ça. Parce que c'est souvent la solution pour te donner confiance que tu es capable de faire le next step, puis le next step, puis le next step. Puis déléguer, moi, je fais ça depuis 2018. Donc, c'est un muscle qui se travaille. C'est aussi une capacité à recevoir plus d'argent, à dépenser plus d'argent, à gérer cet argent-là, cette entrée, cette sortie, gérer le cash flow. C'est insécurisant. Donc, c'est d'être capable d'avoir cette confiance-là, puis ça se travaille. C'est quelque chose qui se développe. Donc, ça serait ça mes conseils. Puis, oui, c'est insécurisant, mais quand on le voit comme une dépense plus que quand on le voit comme un investissement, et je le vois énormément sur le long terme parce qu'un employé, c'est pas vrai que ça va te donner un retour sur investissement demain matin comme une publicité Facebook.
Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne sur le long terme, donc d'être capable de voir aussi plus sur le long terme, donc pas juste mois par mois, qu'est-ce que ça te rapporte, mais dans l'année, d'être capable de voir plus loin, puis de vraiment faire une projection sur l'année, sur combien tu penses faire si tu es cette personne-là, ça fait toute la différence. Wow, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que comme tout est une question de perspective, fait que juste de changer sa perspective à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça change vraiment beaucoup de choses. Donc, je suis super contente d'avoir improvisé cette question de fin. Donc, pour la saison 2, j'ai rajouté des questions flash. Donc, si tu es partante, j'aurais 3 petites questions pour terminer l'épisode. C'est quoi la destination qui t'a le plus marqué et pourquoi? Marqué, je dirais l'Italie. C'était mon premier voyage seul. J'avais 18 ans. Puis, ça m'a permis de vraiment construire mon identité puis savoir vraiment qu'est-ce que je voulais dans la vie, qui j'étais un peu plus à cet âge-là. Wow, c'est vrai, les voyages, c'est tellement une bonne façon d'apprendre à se connaître. Fait que ça fait un lien avec tout ce qu'on vient de discuter aussi. C'est quoi ton plat préféré? Pizza. Oh, ça fit avec l'Italie aussi. C'est bon, oui. On est comme dans une thématique. Vraiment. Si tu me dis mon dessert préféré, c'est gelato, si c'est ta 3e question. Mais là, c'était plus, c'est quoi ta plus grande passion? Quelque chose de nouveau là, qu'on voudrait savoir sur toi. J'ai une nouvelle passion pour le golf. Initiée par mon amoureux. Je tripe vraiment sur le golf parce que c'est premièrement très difficile. Donc, moi, quand j'ai un bon challenge, je suis down. Et aussi parce que c'est vraiment beau et c'est vraiment le fun d'être sur un terrain de golf. C'est premièrement une activité qui détend tellement, c'est social. J'adore le golf. C'est une nouvelle passion. Intéressant, je n'ai jamais essayé, mais tu me donnes le goût. Peut-être cet été. Je me le dirai. C'est bon. Ben, pour terminer, peux-tu juste nous dire où les gens peuvent te suivre s'ils veulent en savoir plus sur toi, tes entreprises, etc.? Totalement. Donc, Instagram, Facebook, YouTube, podcast, vous pouvez me trouver Amélie Riendo. Mon site web, le site de MQ Consultation, c'est www.mqconsultationinc.com. Donc, vous allez retrouver toutes les informations sur mes services, mais aussi les liens vers mes médias sociaux. Et voilà, j'ai un groupe Facebook gratuit aussi qui est Présidente Visionnaire, où est-ce que je fais des lives, où est-ce que je réponds à des questions. Puis, c'est pas mal ça. Super! Fait que merci beaucoup pour tous tes partages, tes conseils, c'est vraiment apprécié. Puis, tu es vraiment inspirante, fait que j'ai hâte de te faire découvrir. Merci beaucoup, Tania, pour ton temps. Merci pour ton invitation. Ça a été un plaisir d'être ton invitée aujourd'hui. Ça fait plaisir! Ce que je retiens de cet épisode, c'est premièrement que c'est important d'apprendre à bien se connaître pour gagner confiance en soi. Ensuite, voir la délégation comme un investissement plutôt qu'une dépense. Donc, en faisant des bonnes prévisions, ça peut vraiment nous rassurer pour bien déléguer par la suite. Finalement, je retiens que pour préparer des bons lancements, il faut se prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance et faire une bonne étude de marché. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.